Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mélissa Blanchard, je m'occupe de la communication pour les éditions Cambourakis et je vais vous présenter notre catalogue jeunesse, des grands noms, des titres importants et un petit focus aussi sur la bande dessinée que, comme vous aurez d'autres éditeurs bande dessinée de cet après-midi, j'ouvre un petit peu le bal sur ce côté-là. Quelques petits chiffres pour bien comprendre ce que sont les éditions Cambourakis. La maison a été lancée en 2006 par Frédéric Cambourakis, qui est un ancien libraire qui se désolé un petit peu de voir beaucoup de grands titres devenir indisponibles, s'épuiser au fur et à mesure. Et il a eu donc l'idée de lancer sa propre maison avec d'une part la littérature étrangère et la bande dessinée. Pour par la suite, pardon, je prends mes petites notes en même temps. La maison a progressivement proposé un catalogue généraliste. En 2010, on a ouvert un catalogue de littérature en poche avec une collection qui nous permet de traduire de la littérature depuis 13 langues. En 2012, on a proposé les albums jeunesse que je vais vous présenter dans une petite seconde. En 2015, il y a eu la collection Sorcière, qui est une collection de sciences humaines, des essais principalement, des essais féministes et militants. Et enfin, en 2021, on a sorti la collection Agonia, qui est une collection qui est spécialisée dans le polar et les déclinaisons à travers le monde. Cette collection Agonia elle a été lancée donc en 2021 pour l'année de nos 15 ans. Anniversaire que l'on fête tout au long de 2021. Les éditions Cambourakis, maintenant, c'est un catalogue de près de 700 titres. Donc, sur ces différents catalogues-là, on a à peu près 80 nouveautés par an, avec 80% de part de traduction et 20% de création française. Ça, c'est vraiment sur le catalogue en général, mais ça se retrouve aussi en jeunesse et en bande dessinée, mais je vais y revenir. On a vraiment cette ouverture sur le monde, l'importance des différentes cultures, pouvoir s'enrichir de l'autre qui va émailler comme ça en fil rouge tout le catalogue. Dernier petit chiffre avant de vraiment rentrer sur un focus autour des auteurs et des autrices notamment. On a à peu près 22 nouveautés par an dans le catalogue jeunesse et une dizaine de bandes dessinées. Comme vous allez voir, pour l'année des 15 ans se prêtait bien à une présentation un petit peu sur le fond. Je vais vous présenter des auteurs, des autrices qui ont contribué vraiment à faire ce qu'est la maison actuellement. Et comme c'était une année anniversaire, il nous semblait aussi important de proposer à ces auteurs, ces autrices un peu jalons de s'inscrire dans cette année. Et du coup, pour beaucoup, vous trouverez des nouveautés que vous avez en librairie actuellement. Donc, à la fois, on va avoir des anciens titres et des titres plus récents. Pour la jeunesse, je voulais juste faire un tout petit focus sur les deux types de formats que vous allez trouver aux éditions Cambourakis. On va avoir une collection sur les premières lectures, des cartonnés pour les enfants à partir de 18 mois. Comme je vous disais, il y a une grande ouverture sur le monde, donc on va avoir des albums de Emma Adbogue, on en reparlera un petit peu plus tôt. Certains, une petite collection de Benjamin Shaw, qui est assez ancienne et qu'il avait faite en collaboration avec Eva Susso et qui sont traduits du suédois. Et plus récemment, Marine Schneider avec la collection Petit ours, tout petit ours et petit ours, grand ours, où on joue un petit peu avec les proportions avec les plus petits. Autre type de production qu'on va avoir aux éditions Cambourakis, ça va être les albums jeunesse à destination des 3-7 ans. 3-7 ans, 3 ans avec une lecture faite par un adulte et au-delà pour les enfants qui commencent doucement la lecture et qui ne sont pas encore très familiers avec le roman, ces albums-là peuvent être lus vraiment en lecture autonome aussi à 7-8 ans, tout ce qui est CE, ça passe très bien. Premier duo que je vais vous présenter, il s'agit de Marine Schneider et de Victoire de Chanzy qui ont débuté ensemble aux éditions Cambourakis en 2018 avec L'ours Kintsugi, qui est un album assez ambitieux sur le soin, la blessure. On va avoir un ours très...
C'est ça. Un ours très vaniteux qui s'amuse, lui, à parader au sommet des montagnes pour montrer à quel point au monde entier il est beau. Et un jour, malencontreusement, il tombe. Et dans sa chute, il va se blesser. Il va vraiment égratigner sa belle fourrure et se retrouver complètement en sang. Donc, c'est un album qui est assez ambitieux dans le sens où on montre à l'enfant la blessure véritable, mais on montre aussi le soin. En l'occurrence, une petite fille dans un village voisin va venir à sa rescousse pour l'aider. Elle va le recoudre et en partant du principe du kintsugi, qui est un principe japonais pour réparer la céramique quand elle est ébréchée, on la recolle avec des feuilles d'or. Et ça donne un objet qui est vraiment particulier. C'est un album très, très doux sur la tolérance, la différence et l'acceptation aussi des défauts, parce qu'on a vraiment un personnage qui, de base, est vraiment très, très imbu de lui-même et qui va découvrir que même s'il est tout abîmé, rafistolé avec ces petits fils d'or-là, il reste unique et très beau. En 2021, comme je vous disais, on a proposé à Victoire et à Marine de participer à notre année anniversaire. Et elles nous ont proposé un très bel album, une fois encore, le Bison non non. Autre album très poétique où on a un bison qui est différent, qui est très poilu, qui a le visage vraiment recouvert d'une épaisse fourrure à tel point qu'il est difficile de comprendre ce qu'il pense vraiment. Et c'est un album sur l'importance de sa voix, aussi petite soit-elle, pour expliquer à l'enfant en fait il peut expliquer ce qu'il préfère, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et c'est extrêmement bien mis en image avec plein de bébés animaux très mignons qui se retrouvent à la crèche. Donc ça, c'est le Bison Nonon qui est paru récemment, que vous avez découvert en librairie. Autre illustratrice d'importance dans notre catalogue, il s'agit d'Eva Lindström. Avec elle, ça me permet de faire une toute petite parenthèse. Vous allez découvrir dans le catalogue Cambourakis une part très importante des albums scandinaves. Et cet attrait-là, il s'explique par deux raisons. Au tout départ, quand Frédéric a lancé sa maison d'édition, il a rencontré une illustratrice, Johanna Elgren, avec qui il a fait un album graphique qui s'appelle Frances. Ils se sont vraiment très bien entendus et travaillé de longues années ensemble pour arriver à l'album graphique. Et une année, la Foire de Bologne, qui est spécialisée en littérature jeunesse, a mis à l'honneur la Suède. Et Johanna Elgren étant suédoise, elle a proposé à Frédéric de lui proposer de rencontrer toute la jeune scène de création suédoise. Et ça lui a permis comme ça de rencontrer de nombreux illustrateurs, illustratrices, et par ce biais-là, voir la création des pays scandinaves. Notamment, il faut savoir que dans ces pays-là, il y a très peu, voire pas du tout, de distinction opérée dans la prime enfance entre petits garçons et petites filles. Ce qui donne des albums qui sont naturellement très éloignés un peu des représentations stéréotypées qu'on peut avoir dans d'autres nationalités. Et c'est quelque chose qui a beaucoup séduit Frédéric Cambourakis, que ce soit au niveau du graphisme, qui est très original, mais aussi sur le fait qu'on va créer un autre imaginaire un petit peu débarrassé de clichés, et on va avoir sur un pied d'égalité des petits garçons et des petites filles. Donc Eva Lindström, pour en revenir à elle, c'est vraiment un nom très important en littérature jeunesse en Suède. Elle fait partie du patrimoine culturel. On traduit beaucoup de ces albums. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser un petit peu les traductrices. En l'occurrence, il n'y a que des femmes pour la jeunesse. Mais voilà, tous les albums sont traduits par Aude Pasquier. Et l'un de mes préférés pour anecdote, donc ça c'est vraiment le fond. Je m'évade est très drôle. On a une brebis qui est fugitive, qui s'ennuie vraiment dans son troupeau et qui décide de partir en fait vivre la grande vie d'une hors-la-loi et qui est très triste de voir que personne ne vient à sa rescousse. L'univers de Eva Lindström, c'est ça en fait. C'est beaucoup d'ironie, c'est beaucoup d'humour, c'est des situations qui sont reprises à rebours et qui permettent de jouer un petit peu sur les attentes du lecteur. Toujours dans l'année des 15 ans, en nouveauté, vous avez dû voir passer Le Pont, toujours d'Eva Lindström, qui est sur un petit cochon qui se retrouve malgré lui à prendre le thé chez des loups et qui se demande bien comment l'aventure va se terminer.
Pour continuer, on va évoquer du coup de nouveau une création française, en l'occurrence les albums de Laura Nsafou et Barbara Brun. Laura Nsafou, c'est une autrice afroféministe qui qui s'est beaucoup intéressée aux différentes discriminations que les femmes noires peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, mais surtout qui se désolait du manque de diversité en littérature jeunesse. Elle avait fait en 2017 un album comme 1 million de papillons noirs qui a été édité par une petite maison d'édition, Billy Bock, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en 2018, elle s'est retrouvée donc avec son livre qui n'était jamais allé en librairie et elle a démarché plusieurs éditeurs. Et beaucoup lui ont dit que cet album-là, malheureusement, c'est un album de niche, qu'il n'y avait pas vraiment d'attente pour ce genre d'histoire. Alors, en l'occurrence, on a une petite fille noire au centre de l'histoire qui reçoit des moqueries à l'école à cause de ses cheveux crépus. Hasard des circonstances, et Laura Nsafou rencontre Isabelle Cambourakis qui s'occupe de la collection Sorcière. Elles s'entendent très bien et Isabelle Cambourakis décide de faire de Comme 1 million de papillons noirs le premier album jeunesse de notre collection féministe. Et là, c'était à la rentrée 2018. On a été en rupture de mois en mois. On a eu un plébiscite aussi bien en librairie que au niveau des écoles. On n'a pas réussi à suivre le rythme. Ça a été très compliqué les premiers mois. En espace d'1 an et demi, ce livre est devenu la meilleure vente des éditions Cambourakis en jeunesse. Il s'est écoulé à plus de 20 000 exemplaires et il continue toujours à être mis en avant parce qu'il y a une rareté sur ces albums où on a vraiment des personnages issus de la diversité qui sont au cœur des livres dans un univers contemporain, très quotidien. On est très loin de l'exotisme d'un pays d'ailleurs, etc. Et c'est très important pour nous de donner la parole aux premiers concernés, puisque Laura Nsafou a continué avec Le Chemin de Jada, qui est paru en 2020, début 2020, sur le colorisme, qui est une discrimination basée sur la couleur de la peau, où on préfère des carnations plus claires aux plus foncées. Et ce genre de thématiques qui sont abordées de façon très tendre, à hauteur d'enfant, très poétique, pour expliquer en fait la différence, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Donc ça, c'est des albums qui peuvent parler bien sûr à l'ensemble des enfants, hein, et on s'écarte un petit peu de l'univers du modèle universel avec le petit garçon blanc, le petit Nicolas, et donc on a avec Adé, avec Iris et Jada des personnages qui peuvent parler à tous les enfants de choses qui les concernent tous. Et même chose, en 2021, on a eu une nouveauté du coup de Laura Nsafou, avec cette fois Olga Guillot. C'est La demeure du ciel, une nouvelle thématique un peu forte. Cette fois, il s'agit du deuil. Comment aborder la question de la mort avec l'enfant? Comment lui parler? Voilà, on a Sophia qui, au centre de l'histoire, se pose beaucoup de questions. Sa grand-mère est décédée, mais son anniversaire arrive bientôt. Comment parvenir à célébrer l'anniversaire de quelqu'un qui n'est plus là? C'est le point de départ de cet album-là et ça permet de parler vraiment de l'importance du souvenir, de la transmission et de tout du lien qui nous lie, même à ceux qui ne sont plus là. Donc, album qui peut toujours être lu à partir de 3 ans avec vraiment cette plume très poétique de Laura Nsafou. On passe maintenant à une autre illustratrice. Alors, on retourne en Suède. Comme je vous le disais, on a une part très importante d'albums scandinaves dans le catalogue. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en volume, en nombre, on est l'éditeur qui publie le plus d'albums en suédois, le premier, et le troisième en norvégien. Donc, c'est pour ça que au niveau de la présentation, vous verrez plusieurs illustratrices originaires de Suède notamment, dont Cecilia Ikila. Alors, Cecilia Ikila, si vous l'avez peut-être raté, elle a commencé ses parutions françaises avec nous, avec Le Voyage de Blaireau, qui est tout en bas de la présentation. Et on a continué à traduire avec Catherine Renaud ses différents albums. C'est des albums qui sont toujours extrêmement doux, qui permettent aussi d'évoquer des grandes valeurs, l'amitié, l'entraide. On a aussi sur Déluge et Marmelade et La Fête des Crêpes une petite recette à la fin à reproduire avec les enfants, mais c'est vraiment des albums qui sont très
très douces et notamment la toute dernière qui vient de paraître et qui est, à mon sens, peut-être l'une des plus réussies. C'est juste après, c'est ça, Un endroit merveilleux. Alors, qui est paru là tout début septembre. Très beau sur la préservation de la nature. On a un grand-père qui va partir en voyage avec son petit-fils à la recherche du dernier endroit préservé sur la planète. Et donc, ils vont faire cette quête ensemble. Et c'est un magnifique album pour parler de l'importance de l'écologie, de la nature, de sa beauté, mais aussi de sa fragilité. On a vraiment, même en termes de graphisme, elle a changé un petit peu de technique. Les décors sont beaucoup plus travaillés et c'est vraiment à chaque double page un ravissement pour les yeux. Un endroit merveilleux, toujours traduit par Catherine Renaud et qui vient tout juste d'être réimprimé parce que très vite, il s'est bien imposé en librairie. Maintenant, toujours en Suède, on va rester avec Emma Adbåge. Donc, ça s'écrit Adbage, mais je vous donne la prononciation suédoise, Adbåge. Alors, c'est une illustratrice qui nous accompagne depuis quelques années déjà, au tout départ avec des séries que l'on traduisait, et puis peu à peu des albums qui sont indépendants. Alors, elle est soit à la fois au texte et au dessin, ou alors elle travaille en binôme avec d'autres autrices pour faire les dessins là où l'autre autrice fait le texte. Ce qui est assez incroyable avec Emma Adbåge, c'est parmi toutes les personnes dont je vais vous parler, c'est vraiment celle qui, je trouve, arrive le mieux à traduire les sentiments des enfants, à se mettre vraiment à la hauteur, à leur hauteur et à nous replonger en fait dans ces moments-là, dans leur quotidien, dans leurs activités, dans leurs envies, dans leurs exaspérations. Et on a vraiment quelque chose qui est au plus proche de l'enfant. Donc, comme je vous disais, elle a fait des albums pour les tout petits. Là, on est vraiment sur les albums pour les 3-7 ans. Et plus récemment, en librairie, vous trouverez du coup d'autres albums. Le repère a aussi été, lui, c'était plutôt 2020. Il a été particulièrement remarqué. Il a été dans plusieurs sélections. Le prix Vercellé, qui est un prix jeunesse belge. Il a été aussi dans le réseau Sorcière, le réseau des librairies jeunesse, dans leur sélection. Et il a été lauréat du prix Janusz Korczak, qui est décerné par des enfants. Donc vraiment un album qui est sur l'imaginaire des enfants, sur leur imagination, leur jeu d'école en fait. On suit des enfants qui se délaissent la cour et qui ont décidé d'aller derrière l'école, là où il y a vraiment une sorte de terrain vague, très nature, où ils vont faire énormément de jeux et d'activités, aux grandes dames des adultes qui les encadrent et qui trouvent que l'endroit est vraiment pas assez sûr pour eux et qui craignent vraiment tous les accidents, à tel point qu'un jour, n'en pouvant plus, ils décident de faire des travaux et de baliser cette zone qui est un grand creux. Ils la comblent pour qu'enfin les enfants ne tombent pas dedans. Et malheureusement, avec leurs travaux, ils ont créé une petite butte qui ravit encore plus les enfants parce qu'il y a encore plus de jeux à imaginer. Donc vraiment, sur le repère, on a voilà, des souvenirs d'enfance qui peuvent aussi nous rappeler des choses au niveau du jeu, de l'imaginaire et de tout ce qu'on a envie de créer. On va maintenant s'intéresser à une illustratrice très drôle avec un univers très pop et coloré. C'est Enad Sarfati, une illustratrice israélienne. Ses albums sont traduits par Rosie Pinas Del Puech. Ce que je peux vous dire sur Enad Sarfati, c'est que ses albums sont toujours très drôle, très foisonnant de détails et surtout, elle glisse dans chacune des doubles pages un petit jeu de cherche et trouve. Donc, on a toujours des personnages à trouver dans toutes les aventures et qui permettent de prolonger vraiment la lecture. Parce qu'au-delà de l'histoire, on a en plus ce petit jeu de détails à retrouver avec les enfants. On a au-delà de ces albums-là, plus récemment traduit aussi sa série qui s'appelle Ça pourrait être pire, qui est juste sur la prochaine slide. Alors, pour la petite histoire, Ça pourrait être pire, ça va être une trilogie. Le tout premier, il est paru, nous, on l'a reçu en mars 2020, le jour de l'instauration du confinement. Bon, ça pourrait être pire. Ça nous a un petit peu aidé à relativiser. Vraiment, vous pourriez demander au reste de l'équipe Cambourakis. Le deuxième est paru en fin d'année, lors de l'instauration du deuxième confinement. Donc, ça pourrait être bien pire. Et il y en a un troisième en préparation en 2022.
On espère que la malédiction sera d'ici là brisée, mais en tout cas, voilà, ce sont des albums qui, en librairie, permettaient de relativiser un petit peu les tracas de la vie quotidienne avec un personnage très optimiste et un personnage beaucoup plus pessimiste, et toujours avec cette histoire de petits jeux de cherche et trouve dans chaque page. Mais voilà, un troisième de cette série est en préparation. Alors, maintenant, parlons de Felicitas Sala. Alors, Felicitas Sala, elle est italienne et australienne. Donc, on a vraiment un bon tour du monde avec son travail. Felicitas Sala, c'est une illustratrice qui est vraiment extrêmement sympathique, hein, comme toutes les autres, mais qui nous permet aussi, avec qui on travaille de deux façons différentes. On va à la fois proposer la traduction de ces albums parus chez d'autres éditeurs. C'est le cas pour la biographie de Joanne Proctor, qui était une scientifique du zoo de Londres, ou alors sa réinterprétation de Ode à un oignon, le poème de Pablo Neruda. Mais on fait aussi des créations en direct avec elle, à savoir que Audi rue des Jardins et Un an à Fleurville, ce sont des créations qui ont été faites vraiment en amont avec Frédéric Cambourakis, main dans la main avec elle et notre directeur éditorial, pour imaginer des livres de recettes accessibles dès 3 ans, enfin vraiment avec la volonté de refaire différentes recettes avec les enfants. Avec l'idée de mettre en avant des saveurs, des goûts qu'ils n'ont pas l'habitude d'expérimenter. Et Un an à Fleurville, ce qui est aussi intéressant, au-delà des 12 recettes que l'on retrouve qui suivent le rythme des saisons, c'est qu'on a aussi beaucoup de conseils pour jardiner, pour comprendre d'où viennent les fruits et les légumes que l'on mange, et pour pouvoir s'adonner aussi à ce genre d'activité, que ce soit sur un petit rebord de balcon ou alors sur un jardin si on en a un. Autre grand duo du catalogue Cambourakis, il s'agit des Verona. Donc Jenny Westin Verona et Jésus Verona, un couple à la ville qui ensemble ont créé la saga de Karl et Elsa. Ce sont deux enfants qui sont extrêmement amis, extrêmement imaginatifs. Et en fait, ce qui est magnifique avec cette série-là, c'est que tous les jeux qu'ils imaginent deviennent réels sur la page. Donc, on va avoir 3 aventures. Karl et Elsa s'échappent, Karl et Elsa prennent le large et Karl et Elsa s'envolent, où on a à chaque fois 3 univers, soit la nature, la mer et le dernier, l'espace, où on suit vraiment ces enfants et leur imagination débordante. Ces 3 albums ont été traduits par Marie Valera. On reste en fait en Suède, pardon, avec Tove Jansson, donc artiste, autrice incontournable, qui est aussi la créatrice des Moumines. Les Moumines, ce sont des petites créatures très tendres et qui permettent tout cet univers vraiment onirique, qui permet à l'illustratrice d'aborder encore une fois des valeurs très formatrices pour les enfants. On a d'une part, nous, traduit les 3 premiers albums que vous voyez sur la gauche, sur la colonne de gauche. C'est les albums historiques que Tove Jansson a complètement, entièrement conçus, à la fois en illustration et en texte. Et depuis 2 ans maintenant, en Suède, s'est lancée une nouvelle série où on part de nouvelles de Tove Jansson qui n'ont jamais été illustrées et qu'on confie à un trio d'illustrateurs contemporains pour poursuivre avec des histoires inédites, des albums graphiques pour les enfants. Donc, dans ce cas de figure-là, vous allez retrouver toute une série d'inédits que nous traduisons au fur et à mesure. Et vous allez avoir d'ailleurs le tout prochain, c'est octobre, Moumine et l'Orchestre des Mers, qui est dans cette lignée-là. Et on continue, nous, donc. Et pour la petite anecdote, Cécilia Equila, dont je vous parlais auparavant, fait partie de ces jeunes illustrateurs et illustratrices qui continuent à donner vie à l'univers de Tove Jansson. Continuons. Alors, avec un autre univers complètement différent cette fois, on est en Norvège avec Marie Konstad Johnsen. Marie Konstad Johnsen, c'est une sorte de joyau de l'illustration norvégienne, et qui mérite vraiment le détour. Elle est peu connue encore en France, alors qu'elle a des compositions extrêmement colorées, très poétiques et qui célèbrent la vie. Elle a un univers très très riche, et ce qui est assez incroyable avec elle, c'est que quand on lit son livre, on a vraiment différentes expériences de lecture à chaque fois. C'est vraiment des ouvrages dont on ne fait pas le tour dès la première lecture.
On va avoir avec notamment garçons et filles bricolent et garçons et filles font semblant, un parfait exemple de ce que je vous disais précédemment avec le renversement un petit peu des rôles genrés entre garçons et filles. Là, on a deux personnages qui s'amusent à tout faire, y compris un moment à devenir l'autre. Et donc, pour devenir garçon et fille et inversement, ils vont décider de changer leurs vêtements, de se couper les cheveux et de vraiment devenir la personne qui sont en face d'eux sans être vraiment dans les clichés sempiternels. Donc, toujours Marie Conza Johnson. En nouveauté, vous avez eu 3-2-1 récemment en librairie qui permet d'aborder à la fois la notion de l'argent, mais aussi les chiffres, parce qu'à chaque double page, en fait, il y avait un nombre qui était associé. Et du coup, beaucoup de détails a été démultipliés dans la page en fonction de ce nombre-là. Donc voilà, c'est vraiment des lectures qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de découvrir à chaque fois de nouveaux petits détails avec l'enfant. Et toute l'œuvre de Marie Conza Johnson, elle est traduite chez nous soit par Marie Valera et Catherine Renaud. Alors, seuls hommes que je vais vous présenter en littérature jeunesse, c'est Vincent Gravé et Gilles Clément. Création donc française, une fois encore. On a publié Un grand jardin il y a quelques années de ça, un album qui est de très très grande taille sur la richesse de la nature, une fois encore, sa beauté et sa vulnérabilité. C'était un album, une fois encore, qui a été pas mal comment dire, identifié dès sa parution. Il a reçu un prix à la Foire de Bologne, notamment. Ce sont des albums qui sont parfaits pour évoquer l'écologie avec les petits, les cultures, l'importance du sol et du vivant qui nous entoure. En nouveauté 2021, une fois encore, on a proposé à Vincent Gravé de participer à l'année anniversaire. Et donc, il a inventé, et c'est la première fois qu'il faisait un album jeunesse à la fois au texte et aux illustrations. Et ça nous a donné la véritable histoire du génie du jardin qui est extrêmement drôle, où on a une réunion, enfin une association de jardiniers qui se retrouvent un petit peu malgré eux malmenés par des financiers qui ne comprennent pas pourquoi on cultive différentes cultures, pourquoi on différentes espèces de la même, enfin pourquoi différentes espèces de fraises, etc. Alors que là où on standardise tout, le goût, et ben en fait on a plus d'argent, on a plus de l'appât du gain est vraiment au centre et voilà, ils préfèrent eux faire pousser des billets plutôt que de vraiment célébrer le sol et toute sa richesse. Et on a vraiment un album sur cette confrontation-là, sur une agriculture assez vertueuse et sur les monstres de l'agroalimentaire qui peuvent venir tout menacer. Je voulais juste aussi faire une toute petite parenthèse sur une opération qui aura lieu tout prochainement, octobre-novembre, une opération Noël que on a décidé en fait de réunir tous les albums, parce qu'on commençait à en avoir quelques-uns sur la thématique de Noël pour la fin d'année. Ça vous permet de retrouver certains noms que je viens de vous présenter, Tove Johnson, Cecilia Ekila, mais aussi Rika Gentil, que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Mais voilà, c'est une opération qui vous permet de participer un petit peu à ce tour du monde de création avec en bonus un sac Moumine et une affiche à proposer à vos lecteurs et lectrices. Donc ça, c'est pour novembre prochain. Alors, très très rapidement maintenant, je vais vous parler de la bande dessinée. À savoir, on retrouve les mêmes ingrédients en bande dessinée qu'on a en jeunesse. On a l'importance de certains auteurs que l'on suit. Donc là, je vais vous présenter certains vraiment auteurs incontournables et deux, trois slides sur des thématiques multi-auteurs. Donc encore une fois, on a 80% de traduction, 20% de création française et peut-être plus que dans n'importe quel autre domaine que nous travaillons, il y a le questionnement de notre époque qui est central en littérature BD. On va vraiment avoir des livres qui sont graphiquement très intéressants mais très documentés aussi. Donc je commence tout de suite par Zéro Calcaré.
Zéro Calcare, c'est un illustrateur italien. En Italie, c'est un phénomène. Il a dépassé la barre du million d'exemplaires vendus. À chacune de ses dédicaces, c'est des heures et des heures d'attente, parfois 7 à 8 heures d'attente pour avoir un exemplaire dédicacé. En France, le succès n'est pas de la même mesure, mais quand même. Pour Coban et Colling, notamment, c'est notre album BD le plus vendu, à plus de 40 000 exemplaires maintenant. Il est paru en 2016, il a été mis à jour en 2019 et en fait, il permet de faire état de la résistance kurde face à Daesh. À savoir, Zéro Calcare, en fait, c'est un jeune trentenaire romain qui vraiment geek, qui déteste partir de chez lui, qui a vraiment son cercle d'amis et qui, malgré tout, très proche de la communauté kurde depuis qu'il est très jeune. Il avait rencontré en fait des représentants de cette communauté au lycée. Et ça lui a fait prendre conscience de ce qui se jouait de ce côté-ci, avec ce peuple qui est disséminé en différents États. Il a gardé du coup contact avec eux et quand, face à Daesh, il s'est rendu compte qu'il y avait une mobilisation sur place qui s'opérait, notamment avec des femmes qui combattaient, et il était déjà, lui, très connu en Italie pour ses albums, et ça lui a donné envie d'y aller, de témoigner et d'expliquer. C'est un album qui est très documentaire, qui est vraiment pas de côté par rapport à ce qu'il fait d'ordinaire, mais qui permet de prendre le pouls, qui donne vraiment des clés en géopolitique sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient récemment, sur parce qu'en France, malheureusement, lorsqu'il y a eu des départs de jeunes, c'était plutôt pour gonfler les rangs de Daesh. En Italie, c'était plutôt pour aller combattre Daesh. Et du coup, lui, c'était vraiment un témoignage sur ce qui se passait là-bas. Donc voilà, Coban et Colling s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires. Le reste de la bibliographie de Zéro Calcare, c'est davantage de sorte de romans, voilà, exactement, introspectifs, sorte de journaux intimes, en fait, où il va parler de sa génération, il va parler de l'Italie actuelle, il va parler des jeunes qui ont du mal à, malgré leur diplôme, à trouver, à s'insérer dans le monde du travail, qui ne peuvent pas payer des loyers qui sont exorbitants, qui sont contraints soit d'être en colocation pendant des années, soit de rester avec leurs parents jusqu'à très tard, même au-delà de 40 ans. Et voilà, on dit souvent que l'Italie, c'est un peu le laboratoire politique de l'Europe. Donc, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses et de s'inquiéter sur des petits éléments. Le dernier album qu'on vient de traduire, toujours avec Brune Seban, c'est Un poulpe à la gorge, où on a vraiment, c'est l'un des tout premiers albums de jeunesse de Zéro Calcare. C'est son deuxième, en fait. Nous, on traduit ça comme on ne suit pas, en fait. C'est pas très chronologique, c'est vraiment en fonction de nos envies. Et là, c'est vraiment sur trois moments importants de sa vie, et sur un petit peu le passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte et de tout ce que ça entraîne. Voilà, pour vous dire grossièrement les très très grandes lignes. euh, alors, très très rapidement, Zeina Birached, avec qui on a ouvert en fait le catalogue BD et donc la maison en 2007. Vous la connaissez sans doute pour son jeu, le jeu des hirondelles, qui aussi avait été repéré lors du festival de BD d'Angoulême. Zeina Birached, pour en dire quelques mots, c'est la guerre civile au Liban, c'est les souvenirs d'enfance, c'est la mélancolie, c'est un univers graphique en noir et blanc qui permet de vraiment parler aussi de la question de l'exil, du déracinement, et de tout ce qui fait notre part aussi d'identité. Voilà, on peut passer directement à Birgit Wehe, illustratrice allemande. Même chose. Alors Birgit Wehe, elle a grandi en Afrique de l'Est avant de retourner en Allemagne, et ce qui fait qu'elle a été très vite un petit peu intéressée, intriguée par ces mouvements de population, par ces exils, par différentes personnes. Dans Madjermanes, notamment, elle va aborder l'histoire germano-africaine. Et elle poursuit son travail vraiment sur l'humain qui est au cœur de toute son œuvre, avec Ligne de vie qui est parue l'année dernière, que l'on a traduit toujours avec Elisabeth Willens. Et là, c'est le sort des réfugiés à travers l'histoire, que ce soit suite à des guerres, suite au réchauffement climatique. On suit voilà, différents portraits. C'est une quinzaine de témoignages qui sont vraiment voilà, au cœur du travail de Birgit Wehe.
Alors, un mot très très rapide sur Jason Shiga, parce que si vous en connaissez un avec Zéro Calcari dans notre catalogue, c'est sans doute aussi cet Américain. C'est un mathématicien de base, passionné par la logique, passionné par les chiffres, et qui a, lui, du coup, décidé de mêler l'illustration aux chiffres. Alors, dit comme ça, c'est assez dingue. C'est un univers très déjanté, c'est quelqu'un qui ne s'interdit absolument rien. On part toujours d'une intrigue un petit peu insolite qui nous dépasse un peu. On est au cœur d'une énigme et en fait, Jason Shiga va nous donner progressivement les clés logiques pour arriver au dénouement. On a donc notamment la saga Démon, tétralogie qu'on a fait ensuite en intégrale. On a Jimmy Yee, un comptable qui s'ennuie profondément. Sa femme et sa fille sont mortes dans un accident de voiture. Il n'a plus aucune raison de vivre. Il décide de se suicider. Il va dans un motel. Problème, le lendemain, il se réveille. Il n'est pas mort. Il se resuicide et ainsi de suite. Et il se rend compte que malheureusement, c'est un démon, c'est-à-dire qu'il est immortel. Donc pour lui, c'est un gros problème parce que vraiment, il n'a aucune raison de vivre et encore moins vivre éternellement. Et du coup, on va être dans une sorte de vraiment un film d'action en bande dessinée où on a ce personnage-là qui est vraiment le anti-héros par excellence, qui va être poursuivi par le FBI, qui va essayer de comprendre un peu les limites de son pouvoir. Et c'est extrêmement drôle. Jason Shiga, quand il a eu cette idée, en fait, il s'est dit quels sont tous les éléments que je ne peux pas mettre dans une bande dessinée, autrement je ne serais jamais publié. Et il a décidé de faire l'album qui serait impubliable. Manque de peau, un éditeur américain s'est intéressé à l'histoire. Frédéric Cambourakis aussi, parce qu'à l'époque, c'était une BD numérique qu'on pouvait lire sur MySpace, pour dire 2006. Hein. Et du coup, voilà, ça a été une parution commune, assez proche aux États-Unis et en France. Et c'est vraiment à découvrir. La bibliographie de Jason Shiga en elle-même, elle est vraiment assez incroyable. Donc, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun interdit. C'est très drôle, très réjouissant. Et notamment Vanille au chocolat, qui est un peu un livre-jeu avec plus de 3856 histoires différentes, alternatives. Il faut suivre avec un fil l'intrigue. Vous avez des choix à opérer à chaque fois. Et sur les 3856 variantes, il n'y en a qu'une seule qui finit bien. Alors là, je vous parlais des thématiques très très rapidement. C'est pour vous parler de choses qui sont importantes dans notre catalogue, qui ne sont pas forcément travaillées par le même auteur d'année en année, mais que l'on regroupe malgré tout. Il y a l'importance des biographies, pardon, et notamment des femmes qui ont souvent été soit oubliées, soit un peu dont l'apport et l'impact a été sous-estimé à travers les âges. Donc, vous allez avoir différents portraits de femmes à retrouver aux éditions Cambourakis, que ce soit pour Marie Curie, Amy Hennings, qui a été l'une des initiatrices du mouvement Dada et qu'on a complètement oublié en faveur de son mari Hugo Boll. Voilà, c'est des thématiques qui sont importantes pour nous. Autre chose aussi dans cette question de thématique, c'est les albums queer, à savoir découvrir d'autres visions qui s'excentrent un petit peu de tout ce qui est un peu hétéronormatif, d'autres imaginaires, d'autres considérations liées à l'attachement, liées aux relations humaines. Beaucoup de ces albums-là sont dans notre collection Sorcière, encore une fois, collection féministe et militante, mais ça nous semble très important d'offrir d'autres visions, au-delà de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres langues. Il y a aussi tout ce qui est un peu underground qui nous permet de présenter des créations d'auteurs et d'autrices homosexuelles, lesbiennes, non-binaires, et qui nous permettent d'enrichir un petit peu nos visions et de ne pas rester avec des visions un peu plus hétéronormées et un peu plus limitées. Et très rapidement, j'ai deux dernières petites choses. On a une collection Seika qui est pour la création asiatique, où vous allez avoir des mangas, des manuas. C'est une collection qui nous tient parfaitement à cœur pour présenter cette richesse-là de création. Ce n'est pas ce qui est le plus travaillé dans notre collection, mais voilà, vous pouvez quand même trouver des illustrateurs, des illustratrices chinois, coréens et notamment Golo Zhao, dont l'intégrale Ciel et Terre paraît le mois prochain. Et en dernière petite
pour mes mots, une des dernières thématiques qui est souvent travaillée chez nous, mais j'en ai parlé très rapidement avec Coban et Colline, c'est la BD reportage, qui est donc la dernière slide. Toujours pour questionner notre époque, c'est la volonté d'avoir sous une forme graphique vraiment un documentaire très fouillé sur des moments forts de notre histoire, sur des moments clés, des moments qui sont parfois aussi très traumatiques, et essayer de faire état de ça. Généralement, c'est fait par des journalistes, donc des gens, ou alors les premiers concernés qui vont sur place, notamment Jérémy Dress, qui parle de la judéité en Pologne. Après la Seconde Guerre mondiale, 90% de la population juive a été exterminée. Qu'est-ce que signifie être juif maintenant en 2000 alors à l'époque, c'était 2010, mais voilà, dans les années 2000, qu'est-ce qu'être juif en Pologne? Et donc ça, c'est Nous n'irons pas voir Auschwitz. On a aussi Alain Glikos ou Antonin avec Gilet de sauvetage, qui est sur la crise des migrants en Grèce. Quand vous voyez arriver en 2012 ces premiers bateaux, et en fait, ça me rappelait la grande catastrophe de 1920, où déjà des gens ont, suite à la guerre civile, dû quitter comme ça sur des embarcations de fortune. Voilà, on voit l'histoire qui se rejoue. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'albums dans cette thématique-là, dans cette veine-là, pour essayer de comprendre ce qui se joue un peu à travers le monde, et comment on peut avancer ensemble. Ben, merci beaucoup.